La paix et l'humilité sont des valeurs essentielles, et en ignorer jusqu'alors que je pouvais devenir une source de frustration pour Steve. Camerounaise avide de savoir, j'ai atterri dans un hôpital du Rwanda-Foukistan, pour poursuivre ma formation en neurologie. Ce terme, dans notre jargon, évoque des situations étonnantes et inattendues. J'y alliai ainsi ma soif de connaissance à la découverte de cas cliniques fascinants. Durant mes premiers mois aux urgences, je rencontrais des situations cliniques passionnantes. Cependant, mon enthousiasme s'étiolait progressivement face à une équipe infirmière qui, au lieu de collaborer, semblait œuvrer contre moi. À leur tête se trouvait Steve, véritable maître de gang. Comme le dit la Bible, malheur à celui par qui le malheur viendra, et je lui lançai aussitôt, dans notre langue, one day. One day. Signifiant qu'un jour, nos différences seraient surmontées par le professionnalisme. Dieu avait en réserve pour nous une épreuve marquante, survenue lors de ma rotation au pavillon orange. Pendant ma pause café, un collègue des urgences m'appela pour me transférer un patient, M. Anderson, âgé de 60 ans, souffrant de troubles du comportement apparus de façon subaiguë depuis environ une semaine. Son historique se résumait à une hypertension artérielle, et son scanner cérébral était normal. Je questionnai alors mon collègue avec vivacité. « Es-tu sûr qu'il ne présente pas de démence? Pas d'hyponatrémie, de déshydratation, de l'alcoolisme, ou de signes infectieux ?» Ses réponses furent négatives, information d'autant plus confirmée par les prélèvements sanguins. Face à cette situation, je pensais d'abord à une démence naissante ou à une encéphalite. À ma rencontre, M. Anderson, quelque peu désorienté et euphorique, évoqua qu'un homme de son âge ne se livrerait guère à la consommation de substances illicites. Les chiors, le banga, expression populaire chez nos adolescents. Toutefois, fidèle à mon raisonnement, je fis réaliser un test de dépistage de drogue et d'alcool, tout en débutant un traitement par vitamine B1 et B12, car leur carence peut induire une pseudodémence accompagnée de troubles comportementaux. La prochaine étape fut la réalisation d'une ponction lombaire, afin d'écarter toute infection du système nerveux central. Le liquide céphalorachidien, d'un aspect jaunâtre inattendu évoquant presque des urines au lieu de la clarté attendue, confirmait mes suspicions d'encéphalite. L'IRM montra quant à elle une inflammation cérébrale, compatible avec une infection virale due à l'herpès, un virus opportuniste qui, après sa première infection souvent discrète, reste en sommeil jusqu'à ce que le système immunitaire faiblisse, que ce soit en raison du VIH, d'une tumeur, de la chimiothérapie, d'une exposition excessive au soleil, du diabète ou du vieillissement. Au fil du traitement, M. Anderson s'améliorait progressivement. Pourtant, il nous fallait identifier le déclencheur de la réactivation virale. Malgré son âge avancé, il paraissait bien plus robuste que prévu. Les investigations révélèrent finalement une co-infection par le VIH. Avec son consentement, nous organisâmes une réunion familiale afin de lui fournir toutes les informations nécessaires sur son état, les précautions à observer et le traitement à suivre. C'est lors de cet entretien que M. Anderson me confia, avec une sincérité émouvante, que son fils, bien qu'ayant toujours rêvé de devenir médecin, avait dû renoncer à ses ambitions après plusieurs échecs pour, par amour de la profession sanitaire, embrasser la carrière d'infirmier. Il me relata avec émotion les frustrations accumulées par son fils face à un rêve inassouvi. Je lui répondis alors avec conviction. Tout ce qu'un homme est capable de réaliser ne peut l'être que par la volonté de Dieu. Ce n'est pas toujours la destinée que nous désirons, et l'acceptation de celle qui nous est réservée est la clé pour mieux vivre et s'épanouir. M. Anderson acquiesça en ajoutant qu'il espérait que, confronté à sa propre maladie, son fils ferait preuve d'une compassion nouvelle, susceptible de guérir les vieilles rancœurs. Je promis de contacter son fils pour lui transmettre ces informations et plaider en sa faveur. C'est alors que, par un incroyable concours de circonstances, je décrochai le téléphone et découvris que c'était Steve lui-même qui répondait. Ce même Steve, dont l'équipe, des mois arrivés à l'hôpital du Rwanda-Foukistan, semblait œuvrer contre moi. Lors de notre échange téléphonique, après un bref silence que je pris pour une interruption de réseau, je répéta plusieurs fois. « Allô? Allô ?» Steve répondit sur un ton empreint de sarcasme, m'interrogeant sur la raison de mon appel. Je lui indiquai clairement qu'il devait modérer son attitude, précisant que je le contactais non pour des raisons personnelles, mais pour discuter de l'état de santé de son père dont j'étais la médecin traitante.
Nous fixâmes un rendez-vous pour l'après-midi. Steve arriva au pavillon orange vers 14 heures. Son père, visiblement soulagé et reconnaissant, me présenta comme la brave médecin attentionné, qui avait su prendre soin de lui. Steve, rouant de honte, ne pouvait soutenir mon regard. Sa posture trahissait sa gêne, se remémorant sans doute son comportement passé. À cet instant précis, je pus imaginer qu'il aurait souhaité disposer d'une baguette magique pour obtenir toutes les informations relatives à son père sans avoir à m'affronter face à face. Mais la réalité s'imposa. J'étais là, en face de lui, et il ne pouvait qu'admettre sa propre agitation, répondant à mes interrogations avec une timidité évidente. Je me rappelais alors l'expression « One day ». One day. Qui résonnait comme un présage, il était destiné à collaborer avec moi, non à lutter contre moi. On observait que Steve semblait profondément humilié, baissant la tête dès que je m'adressais à lui. Après avoir obtenu le consentement de M. Anderson pour communiquer l'intégralité des informations, je lui expliquai que son père avait souffert d'une infection cérébrale due à la réactivation de l'herpès, liée à son infection par le VIH. Steve resta sans voix, visiblement abasourdi. Plus tard, il me confia que le comportement frivole de son père, notamment après le divorce de ses parents, expliquait en partie l'origine de son infection. Cet épisode me permit de mieux comprendre le comportement de Steve à mon égard. Malgré l'estime que lui portaient son chef et ses collègues infirmiers, il n'avait pas encore surmonté la frustration de n'avoir pas pu atteindre le rêve de devenir médecin. Voir une étrangère réussir là où il avait échoué le dévastait. J'en conclus que tant qu'il ne comprendrait pas que ce que nous désirons n'est pas toujours ce dont nous avons besoin, il demeurerait dans une lutte intérieure permanente. L'acceptation de sa véritable destinée est, en effet, la clé d'une vie sereine et épanouie. Jusqu'à ce jour, je fus perçu par Steve comme le fantôme de l'hôpital. Il évitait systématiquement de me saluer, changeait de trajectoire dans l'ascenseur, et préférait même les escaliers pour m'éviter. Avec le temps, il finit par admettre son erreur et, de temps en temps, me saluer timidement, comme pour retrouver un semblant de paix. Comme nous le disons au Cameroun, la paix est bien. Il est important de retenir que, tant en médecine que dans la vie, les troubles aigus du comportement peuvent être les signes d'une infection cérébrale, et que comprendre et accepter sa véritable destinée est essentiel pour vivre en harmonie. Leçon à retenir. Leçon médicale. Les troubles aigus du comportement peuvent être révélateurs d'infections cérébrales, telles que l'encéphalite herpétique. Le virus de l'herpès, après une première infection souvent discrète, peut rester là et se réactiver lors d'un affaiblissement immunitaire. Une démarche diagnostique systématique est indispensable pour identifier une cause sous-jacente, comme le VIH dans ce cas, et adapter le traitement. Une carence en vitamine B1 et B12 peut également entraîner des troubles du comportement, particulièrement chez les personnes végétariennes ou alcooliques qui sont à risque. Leçon philosophique. Nos aspirations ne correspondent pas toujours à ce dont nous avons véritablement besoin. Accepter sa destinée permet de trouver la paix intérieure. L'orgueil et la frustration peuvent entraver notre évolution personnelle et professionnelle, engendrant rancœur et incompréhension. La vie nous enseigne que chaque épreuve recèle des leçons précieuses, tant sur le plan humain que spirituel. Adopter l'humilité et rechercher la paix comme le rappelle le dicton « La paix est bien », nous permet de vivre en harmonie avec nous-mêmes et autrui.